Salut à tous, Gazprom épisode 18. Oui, en fait j'aurais aimé vous proposer une petite alternance encore une fois avec Deceuninck Quick-Step, mais je souffre tellement sur ma planification de saison que ça va attendre un tout petit peu. Allez, je vous propose là du coup de la fin de Giro avec Gazprom. Nous sommes en 2023 et il reste encore 9 étapes à disputer, de la 13 à la numéro 21. Pendant que en fait les ténors de l'équipe, mis à part peut-être Walter, les ténors de l'équipe sont en préparation du Tour de France. On a ce Giro à terminer avec pas mal de choses qui s'étaient passées à l'épisode précédent où on avait joué de 5 à 12 donc de ce Giro de León 40. Merlier avait brillé, sur l'étape 5. C'est vrai qu'en plus il y avait eu un équipier qui l'avait bien aidé pour le sprint. C'était plutôt joliment joué. Ensuite, on avait eu un Higuita en énorme forme qui concluait comme ça sur un groupe qui s'était extrait du peloton sur une difficulté de l'étape 6, un peu avant la fin, avant que Matteo Trentin ne prenne la sienne. Et honnêtement, là encore, c'était plus que mérité. Il y avait comme ça de vraies jolies victoires d'étape par certains coureurs assez forts. Le Giro là joué d'une start list qui n'est pas dégueu, même si on aurait aimé avoir peut-être Roglic ou avoir non, ne rêvons pas pour Pogačar, mais on aurait aimé avoir quelques 2 ou 3 coureurs peut-être encore un petit peu plus forts pour le général. Là ça aurait été vraiment top, mais bon, c'est déjà pas mal d'avoir ce qu'on a. Vous allez voir, c'est loin d'être terminé. On a eu un petit épisode Rodionov sur l'épisode précédent. Par exemple, à l'étape 9, il cherche une étape un petit peu d'opportuniste. Bilbao, on n'en avait pas encore parlé. Bilbao joue un rôle assez intéressant sur ce Giro. Là, il s'était bien exprimé sur l'étape 10 en tapant Walter. Après la perf peut-être de cet épisode précédent, c'est sûrement cette échappée magnifique de Rodionov, conclue au sommet avec de gros points pour le maillot de la montagne et évidemment la prise de pouvoir d'Attila Walter après une étape un peu folle. C'était la 12 où on a eu comme ça Bilbao, Lopez, Buchmann qui s'étaient accrochés, mais Higuita, alors porteur du maillot rose, qui avait complètement craqué. Vous voyez, il avait concédé pas mal de temps, un peu plus de 7 minutes, puisqu'il se retrouve avec 6,25 et qu'il possédait de l'avance. Voilà. Donc Walter est lancé, son dauphin se nomme Bilbao, mais derrière, il y a du potentiel pour revenir. Après, par contre, c'est sûr que pour l'Azzurro, c'est plus ou moins joué pour Rodionov, sauf craquage total. Pour les points, tout reste à faire. Il n'y a pas vraiment encore de hiérarchie définitive. Pour ce qui est des jeunes, fatalement, nous, on relève les coureurs, mais pas toujours autant que l'IA ne peut le faire. Il n'y a pas un vrai enjeu, en fait. Il n'y a pas de bataille pour le maillot blanc, faut quand même l'avouer. Et puis, il se trouve qu'on aligne en plus une équipe très jeune. Donc, forcément, on est plutôt présent. Allez, c'est parti. Étape 13. A priori anodine. L'échappée se développe assez rapidement en début d'étape. Et puis en fait, personne ne réagit. Donc voilà, je me décide ensuite à assurer un train peut-être pas très élevé, parce que j'ai pas non plus des moyens énormes pour ce genre de choses. Donc Costin, Tiberi, Novikov, ça se relaye très tranquillement, même si on va sûrement concéder du temps progressivement à cette échappée. Mais a priori, ça n'est pas très grave au final de concéder du temps. Nous ne visons pas toutes les victoires. Regardez, le prix de l'essence, c'était rigolo juste avant. On voyait des trucs qui nous paraissent un peu de la science-fiction de nos jours. Je faisais le plein ce matin à 2,08 et je vois des prix sur le bord de la route à 1,57. C'est assez rigolo le clin d'œil. Donc voilà, peu importe la victoire d'étape, on n'est pas du tout... c'est pas du tout ce qu'on recherche. C'est sur du plat en plus. Donc moi j'ai juste voulu contrôler pour tout de même pas laisser 12 minutes non plus. Et puis ensuite il y a quelques équipes de sprinters qui se réveillent. Mais
il reste encore du temps, hein. À ce stade-là, 60 bornes, avec 2 minutes sur les échappées, on se dit que le scénario est totalement écrit, ça va être une arrivée au sprint. Allez, regardez, plus qu'une minute. C'est la Lotto Soudal notamment de Caleb Ewan, c'est alors de Koenig Quick-Step, même si là bientôt après dans le jeu je vais le faire évoluer en Quick-Step Alpha Vinyl, tout comme dans ma partie d'ailleurs avec de Koenig Quick-Step anciennement, donc bientôt anciennement. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné en fait toutes ces équipes de sprinters stoppent leur chasse et laissent, regardez, à ma grande surprise, alors moi j'ai pas vraiment de raison de participer à la chasse, hein. On va laisser comme ça finalement Bob Jungels terminer. Alors c'est plutôt sympa, petit clin d'œil, victoire en solitaire de Bob Jungels, qui est quand même un sacré coureur, hein. C'est vrai que bon, on l'a un petit peu moins vu les dernières années là, mais ça reste tout de même un drôle de gars. C'est plutôt sympa de voir une victoire d'étape comme ça, issue d'une échappée. Il y en a un certain nombre, hein, sur ce Giro, ce qui est relativement dans l'esprit de Giro. Si l'on regarde un petit peu ce qu'on voit sur le Giro des dernières années, il y a quand même assez souvent des étapes de transition qui peuvent tomber dans l'escarcelle de l'échappée. Allez, Bob Jungels, et puis c'est Caleb Ewan devant Jakobsen Moschetti pour le sprint du peloton. Les écarts sont maintenus, rien ne change réellement. C'est parti. Que peut faire Buchmann réellement? Je me demande, j'ai plus peur de Bilbao, non seulement à cause de l'écart de temps vis-à-vis de Walter, mais je le sens un petit peu plus dangereux. Les notes sont un petit peu plus parlantes, avec notamment une grosse note de descente pour Pello Bilbao. Et puis après, il faudra voir ce qu'est capable de faire Enric Mas, Miguel Angel Lopez, également Higuita. Tiens, Higuita, on a vu une victoire de sa part en Catalogne la semaine dernière, ce qui était plutôt une jolie perf. Une jolie perf pour Higuita, IRL. Et donc voilà, est-ce qu'il y a moyen sur les étapes les plus difficiles d'assister à comme ça une grosse partie de manivelle? On va voir. On va voir ça. Vous voyez, je ne m'occupe pas de mener le peloton si je vois que d'autres équipes s'en occupent. Par contre, reste très vigilant à partir du moment où éventuellement les équipes de sprinters faibliraient. À ce moment-là, on va prendre leur relais. Il y a quelqu'un que je protège. Alors là, ça ne se voit pas parce qu'on aborde une descente, et que je lève les protections dès lors qu'on est en descente. Un petit peu peur des chutes, hein, qu'on a connues par le passé. Dieu sait si ça a pu arriver. Ouais, j'ai envie, avec le plus 5 dont profite Mikheyev, qui n'est pas un sprinter. Regardez ses notes. Ce n'est pas un sprinter, mais c'est également quand même quelqu'un que l'on peut faire sprinter. Avec un bon train, je me dis qu'il y a quelque chose qui peut peut-être se tenter. En tout cas, ça me trotte dans la tête depuis le début de ce Giro, pour être franc. Mikheyev était un coureur issu de Gazprom U23 que j'avais signé. Il faisait partie de ma petite cuvée de pépites potentielles, ou en tout cas de futurs bons coureurs. Et on va essayer de se positionner pour le mettre dans les meilleures conditions possibles. L'échappée est reprise. On va faire travailler un petit peu surtout Tiberi qui est un petit peu notre notre Florian Sénéchal à nous. Notre Rémi Cavagna, excusez-moi. Notre petit Rémi Cavagna perso, là, notre gars qui est capable de rouler peut-être un petit peu mieux que d'autres. Allez, c'est parti. Ensuite, ce sera Marchenko qui sera chargé de mettre sur orbite Mikheyev. Tiberi a tout donné. 2,3, 2,2, 2,1, 2,0. On lâche Marchenko avec Mikheyev qui est lâché lui un petit peu après le kilomètre. Et ouais. On a réussi à damer le pion à tout ce beau plateau. Merlier, Jakobsen, Bauhaus, Moschetti, Hulgaard. Bon, magnifique affaire. Très bonne affaire ici.
Je ne sais pas si on peut estimer qu'on a bien joué le coup ou si on a finalement bénéficié d'une certaine apathie. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours vu les équipes de sprinters dans les 5 derniers bornes sur ce Giro extrêmement actives, extrêmement agressives, et je n'arrivais pas à prendre ne serait-ce que presque un top 10. Et puis là, subitement, on arrive à prendre une étape. Donc c'est quand même une réussite. Allez, on arrête un petit peu avec les sprints et les étapes de transition. Là, on est sur quelque chose de plus solide. Firenze-San Marino. Donc ici, avec une arrivée au sommet. Même si on va connaître beaucoup plus difficile, un petit peu plus loin. Mais c'est déjà une étape qui peut être dangereuse. Donc on se méfie. Voilà l'allure de ce que peuvent être les 50-60 derniers kilomètres. Allez, il y a une échappée avec notamment Hagen, Bruno Armirail, Tom Dumoulin. Ah oui, ça va être le tube de cette fin de Giro. Ça va être la tentative de Dumoulin d'aller récupérer une étape, étant donné que le général c'est terminé depuis un petit moment, que ce soit pour lui ou pour Latour. Ce sont les deux leaders de Jumbo-Visma sur ce Giro. Et nous, on commence à rouler un petit peu quand même, parce que je n'ai pas non plus dit que je ne veux pas gagner cette étape-là. En tout cas, s'il y a une bataille entre favoris, un Valter à +3 n'a pas à rougir face aux autres. Donc, hors de question de se mettre hors de position. On verra de quelle façon est-ce qu'on peut utiliser nos forces. On a du gros Rodionov. Ici, Rodionov à +5, c'est très très violent. Et on a Galkuk, par contre, qui a hérité d'une forme relativement moyenne, voire décevante. Qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, ça s'équilibre entre les uns et les autres. Costin, mine de rien, est un coureur très très précieux. Dès lors que ça commence à s'élever. Allez, voilà, on est toujours dans... On récupère des mecs qui ont craqué dans l'échappée progressivement. Il y a quelques équipes qui, comme ça, animent un peu. On aperçoit notamment le Groupama FDJ de Miguel Angel Lopez. On a quelques équipiers aussi Movistar pour Enric Mas, qui peuvent comme ça un peu accélérer le rythme du peloton. Et voilà, on arrive tout tranquillement dans les 70 derniers kilomètres. Il reste encore 2 difficultés, dont l'arrivée au sommet, avec des pourcentages honnêtes quand même. C'est pas non plus du terrain facile tout ça. Il va falloir voir de quelle manière est-ce que le jeu se comporte. Allez, c'est parti pour l'avant-dernière difficulté du jour. Regardez, Ineos qui se met en tête. Nous, on essaie de rester absolument placé. C'est la condition sine qua non pour pouvoir exister. Tom Dumoulin est le seul homme en tête à ce stade-là. Il a réussi à se débarrasser de ses acolytes de l'échappée. Attention, il y a une accélération nette des favoris là. Il se pourrait que Tom Dumoulin soit avalé dans très peu de temps. On va y aller, se positionner et même valider quelques points derrière Dumoulin, ici avec Rodionov. Rodionov a presque l'Azzurro qui est acquis, mais je chasse encore quelques petits points par-ci par-là, histoire de gonfler l'avance et de dissuader les autres potentiels concurrents de Rodionov de faire trop la chasse aux points en prenant quand même des points, histoire d'éteindre toute velléité de leur part. Allez, c'est parti. 12 km avant l'arrivée. On va ici observer un petit peu ce que fait notamment IF1, puisque Higuita est encore un IF1 dans cette partie attaque de masse. Ça y est, c'est parti. Après que IF a mené le peloton, on se retrouve avec une attaque d'Enric Mas. Tiens d'ailleurs, dommage pour Dumoulin qui se fait reprendre. Contre-attaque de Bilbao, Bourgman. Ah, celle-là est dangereuse par contre. Bourgman, Lopez et Rada dans la roue. Donc là, il s'agit de travailler pour essayer de reprendre ce petit monde-là. Alors on a peut-être un petit peu de temps pour essayer de les reprendre. Donc Kuk travaille. Ensuite, c'est à Rodionov
de tenter de faire recoller Walter. On est sous la flamme rouge, ça va sprinter, je pense qu'on va être battu. On va être battu sur celle-là, mais de pas grand-chose. Est-ce que Latour va réussir à l'emporter? Ou est-ce que c'est plutôt Herrada? Eh bien non, c'est Enric Mas qui s'impose. Et, information intéressante, Walter ne sera débité d'aucun temps par rapport à Bilbao qui en plus ne prend pas de bonification. Donc scénario quasi idéal puisque nous avons un grand intérêt au statu quo au classement général au moment que Bilbao ne prend pas de temps ni de bonification. Tout va bien pour nous, surtout que Bourgman était peut-être un petit peu moins bien placé ici, il était un peu plus loin. Vous voyez, il a concédé un petit peu de temps, tout comme Higuita, tout comme Lopez. Allez, on est donc avec 2,35 toujours sur Pello Bilbao. Attention, tout ça peut basculer. N'oublions pas qu'il y a un contre-la-montre à l'avant-dernière étape. Et puis il y a encore 2 étapes 17, 18, 19 qui vont être... 3 étapes, pardon, qui vont être assez costaudes. Transition. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que cette étape-là, elle se dispute non loin de San Benedetto del Tronto là, hein. C'est donc pour les gens qui connaissent un peu Tirreno Adriatico, c'est un nom qui parle, hein, et je crois bien que cette petite difficulté qu'on va faire 2 fois, je l'avais identifié sur une carte comme étant une difficulté vraiment très très proche de San Benedetto del Tronto. C'est donc plutôt un circuit là qui nous est proposé. Enfin, un circuit. En tout cas, on repasse 2 fois au même endroit. Et puis après, il va y avoir une deuxième partie d'étape sur laquelle on va être vraiment sur du plat, sans la moindre difficulté, quasiment. Donc, il n'y a pas de danger majeur là-dessus. On attend plutôt un sprinter. L'échappée est sous contrôle. Ce sont des équipes de sprinters, là encore, qui essaient de contrôler tout ça. Avec, on aperçoit Lotto Soudal, De Koning Quick-Step. Et c'est parti. On est déjà à 80 bornes de l'arrivée. Toujours moins de 3 minutes. Donc, pas de raison de s'affoler. Je n'ai aucune raison de rouler particulièrement. D'autres le font. C'est parfait. J'ai une équipe qui est capable de rouler, on le verra un petit peu plus tard quand ça va être nécessaire, pas dans cette étape-là, mais que je préfère quand même économiser, parce qu'il ne s'agit pas de brûler nos forces très bêtement, parce qu'on n'est quand même pas capable non plus de contrôler la course comme pourrait le faire une équipe très très forte. Allez, on se positionne là encore, ça accélère, il n'y a pas heureusement de vent particulier, donc il n'y a pas de risque de bordure ou de cassure. Stuyven, c'est vrai, est aligné sur ce Giro. Stuyven, c'est un Jumbo-Visma hein, dans la partie là en 2023. Ils ont une très très belle équipe, hein, Jumbo-Visma. Ils ont recruté dans tous les sens pour entourer Wout van Aert et toujours Roglic qui est toujours présent, qu'on verra sur le Dauphiné. Tous les deux là, ils seront tous les deux sur le Dauph. Allez, Walter, pour essayer juste de coller à tout ce petit monde. C'est une étape qui est quand même relativement longue. Et regardez comment est-ce que ça va se décanter. Ça va se décanter ici, avec une accélération de Nizzolo. Nizzolo qui est, regardez, sur le point de gagner. Au moment où il lève les bras et tout le monde le reprend, ouais, il gagne quand même. Ça va. Ouf. Vous voyez, c'est amusant parce que Trentin a pris la sienne. Nizzolo aussi a pris la sienne. C'est quand même pas mal partagé sur les sprinters. On avait vu Iwan s'imposer, on avait vu Tim Merlier s'imposer, je crois que plus très sûr, mais je crois que Jacobsen en prend une. Il y a eu un vrai joli partage des étapes dites de sprinters entre les meilleurs sprinters du plateau. Aucun changement particulier au classement général. Galkuk devra peut-être être sacrifié, quitte à reculer et sortir du top 5, il ne faudra pas hésiter une seule seconde.
si par exemple sur une étape comme celle-ci, avec arrivée au sommet du blockhouse, on se retrouve à devoir sauver la maison, hein, tout simplement. Donc, stratégie pour cette étape 17, Rodionov est parti tout de suite pour essayer de s'échapper, mais derrière, ça roule dur. Et oui, ça c'est la fameuse attitude du jeu qui veut que quand il y a trop de gens dans l'échappée, souvent il arrive qu'ils réagissent. Ils ne laissent pas une échappée avec de trop nombreux coureurs se développer, ce qui est quand même assez réaliste aussi, disons-le. Du coup, participation à l'échappée avortée dans un premier temps pour Rodionov, qui va quand même tenter de sortir un petit peu plus tard. C'est toujours possible, c'est dans le Passo Lanciano, hein, donc on est quand même sur de la bonne grosse ascension là. Passo Lanciano, en tout cas longue, hein, pour être précis, même s'il n'y a que 6% de moyenne. Le problème, c'est qu'en fait, Rodionov a beaucoup de boulot s'il veut reprendre la tête de cette échappée, parce que, il reprend progressivement des attardés, mais se retrouve finalement, à avoir récupéré les 2 derniers avant le sommet, histoire de valider quelques points. Mais il a fallu bouffer toute la barre, hein. Donc on a intérêt à récupérer dans la descente dans ces cas-là. Derrière, tout se passe convenablement pour Attila Valter. Et puis vient le moment, donc avec Joe Dombrowski et Mattia Cattaneo, d'aborder la deuxième ascension du jour. Attention, il y aura beaucoup de points au sommet. Ça peut encore intéresser l'ami Rodionov. Vous avez vu que le peloton ne laisse pas beaucoup d'espace à l'échappée, hein. On est autour d'1 minute, ce qui n'est vraiment pas grand-chose sur ce type d'étape. Étape courte, il faut le signaler, 130 km, donc potentiellement assez nerveuse, y compris sur PCM. Donc, vous voyez, quand je râle parfois sur certains aspects, il faut aussi rendre grâce à ce qui va bien et ce qui est bien modélisé et ce qui est dans l'esprit du cyclisme. Et il y a quand même un certain nombre de choses, hein, qui le sont. Maintenant, c'est vrai qu'on est exigeant parfois, nous les joueurs. On a toujours envie que ça colle un petit peu plus. Attaque d'Higuita, ça y est, alors qu'on s'est fait éliminer pas mal d'équipiers. Il y a un peu le feu à la maison Gazprom là, hein. Attention, attaque d'Higuita. Rodionov devrait-il attendre son leader ? C'est une vraie possibilité, surtout qu'il n'y a pas de victoire d'étape sur un plateau là qui se propose à nous du tout. Lopez semble relativement à l'aise. Attention à Buchmann, attention à Mas. Nous n'avons plus le soutien de Galkuk, qui aura fait tout ce qu'il aura pu, mais c'est insuffisant. Rodionov va être repris et contre-attaque immédiate de Lopez, avec Rodionov qui finalement aura cherché à gagner sur les 2 tableaux et n'aura pas forcément gagné grand-chose. Regardez, il n'y aura même pas eu les points ici au sommet. On sait qu'il y a 32 et 30 points pour les 2 premiers qui passent dans ce genre de première catégorie. Allez, par contre, on aura le soutien de Rodionov pour la dernière ascension vers le blockhouse. Ah, on aurait pu compter également sur le retour de Galkuk s'il n'avait pas chuté. Donc 35 bandes de l'arrivée, Valter va être seulement accompagné de Rodionov pour cette toute fin d'étape. Puis là on monte haut, hein. On n'est pas, hein, sur la Chimacopi de ce Giro là, hein, puisqu'on l'avait déjà eu dans l'épisode précédent. Mais on est quand même au-dessus de 2000 mètres à l'arrivée. Et donc 2000 mètres, tiens, c'est tout à fait le terrain de jeu de quelqu'un comme Miguel Angel Lopez. Alors, est-ce que ça va coller? Et est-ce que Miguel Angel Lopez va mettre tout le monde d'accord ici? C'est ce qu'on va regarder. En tout cas, il est repris dans un premier temps. Et contre-attaque, enfin, nouvelle attaque, dirais-je, de Miguel Angel Lopez. Sa contre-attaque derrière avec Higuita, Fabro notamment, ainsi que Buchmann. Ouh là là, Lopez, il s'est relevé, tranquille, lui. Il se dit, tout va bien. J'attends que ça se regroupe. Et je rattaque. C'est parti. Nouvelle attaque de Miguel Angel Lopez. Et là, je me dis, et si on l'accompagnait? Il y a peut-être quelque chose à faire.
Il faudrait juste arriver à le suivre. Par contre, parce que c'est pas tout à fait évident, 82 en montagne, des qualités de pur grimpeur qu'on connaît, chez Miguel Angel Lopez, il reste encore 10 bornes. Ça va être interminable, cette fin d'étape. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a presque plus de barres. Derrière non plus, d'ailleurs, tous les poursuivants, que ce soit Fabro, que ce soit Bilbao, Higuita, Bourman, Latour, on voit qu'il est un peu sorti là. Ça va être interminable. Donc j'ai fait des coupes au montage, bien évidemment, parce que personne n'a plus d'énergie. Alors à la limite, sur ces genres de situations-là, c'est plutôt le groupe de derrière qui est avantagé, parce que eux peuvent se relayer sur un effort faible, et donc certains d'entre eux peuvent récupérer de la barre. Bref, personne ne reprendra jamais Lopez, qui au contraire aura creusé une avance considérable au moment d'arriver au sommet. Moi, j'aurais géré juste pour essayer d'arriver jusqu'au bout sans tomber en défaillance. Donc, Walter va franchir la ligne en deuxième position. Vous voyez, il y a plus de 2 minutes. Et vraiment, Lopez a fait un écart considérable, presque 3 minutes sur Walter. Derrière, Bilbao prend la 3e place. Latour, Fabro, Bourman. Higuita, finalement, assez décevant. Là encore, dès que ça s'élève un peu trop, malgré une très belle note en montagne. Sivakov, battu encore. Peut-être pas très bien préparé, parce qu'avec les notes qu'il a, là encore, on s'attendait à peut-être du meilleur Sivakov que cela. Et donc, très jolie victoire pour Miguel Angel Lopez, qui va se rapprocher au général, pendant que Galkuk se sera totalement sacrifié sur cette étape-là. Il va arriver très loin, il va perdre de nombreuses minutes sur ce coup-là. Allez, voilà, il va perdre pas mal de temps, et donc, peu importe, on savait que c'était une possibilité. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est Lopez qui passe 3e, pendant que Walter a récupéré un petit peu de temps sur Bilbao. Donc c'est pas forcément une si mauvaise opération que ça, cette étape 17. Et on attaque encore une étape difficile. C'est la dernière, la plus difficile qui puisse rester là, à ce stade-là. C'est la numéro 18, avec vraiment un sacré programme. Il suffit de regarder le profil de l'étape, il est juste somptueux. Encore une fois, un très beau Giro, faut quand même le dire. Allez, on essaie de lancer Rodionov à l'avant. Ça peut être toujours sympa d'avoir un point d'ancrage au cas où Walter aurait besoin de soutien. Toujours la théorie. On devance les meilleurs. Comme ça, au moment où les meilleurs s'expliquent, là je n'ai pas besoin de participer à ce genre de sprint avec l'avance qu'il a au classement de la montagne, mais le fait de le faire passer avec l'échappée, finalement, est toujours une excellente chose pour Rodionov, parce que ça lui permet vraiment de prendre de l'avance, sauf quand il se fait reprendre, bien sûr, parce qu'il s'est fait reprendre très rapidement. Donc on n'aura pas cette carte-là à jouer. Pour ça que vous voyez Novikov qui est en train de mener ici. Allez, on est dans le début d'une des 2 ascensions, on va dire, les plus difficiles du jour, avec devant toujours Dumoulin, bien sûr, mais également Filippo Ganna du Joli Monde à l'avant, et Novikov qui imprime toujours le rythme. En fait, dans l'ordre, je fais souvent travailler Novikov avant de demander à Costin d'y aller, et puis ensuite c'est Tiberi, et puis après c'est soit Rodionov, soit Kuk. Un jour comme celui-là, avec +1 pour Rodionov, ce serait Rodionov dans l'ordre, et puis ensuite Kuk, et puis en dernière instance Walter, sachant que Marchenko et Mikheyev ont peut-être un petit peu moins de capacité en montagne, et donc peut-être plus sont consommés comme des protecteurs, ce qui économise énormément la barre des leaders. Donc voilà un petit peu la stratégie. Et là, au début de ce Giro, j'avais pas exactement ciblé les rôles en question pour ces hommes-là, mais c'est au fur et à mesure que je me suis dit, en vertu des notes et de la manière dont les types résistent, c'était plutôt sympa de faire de cette façon-là. Marchenko d'ailleurs et Mikheyev qui ont... Ouais, en fait, je les ai attendus. Ça m'arrangeait de les attendre, parce que, écoutez, avouez que récupérer les 7 équipiers à ce stade-là de l'étape, c'est quand même plutôt pas mauvais.
Surtout que devant, ils n'ont que 5 minutes 30 d'avance. Allez, on peut se lancer dans une opération remontada. Et là, pour le coup, j'accepte de prendre la responsabilité de la main du groupe Maillot Rose. On n'hésite pas dans ces cas-là. Donc après, une fois que les types ont bien bossé, regardez, on va arriver au point de bascule et on va pouvoir se projeter sur la descente qui précède la dernière longue ascension en 2 temps de la journée. On a encore, mine de rien, 5 équipiers pour Walter. Walter qui est encore en très très bonne forme. Il y a 5 minutes. Est-ce que la victoire d'étape est encore envisageable? On va voir. On va voir. C'est peut-être pas dit qu'on puisse pas revenir. Pourquoi pas. Costin en tout cas a du boulot. Tiberi en protection. Puis après on va faire les choses dans l'ordre que je vous ai dit. C'est-à-dire ce sera sûrement à Rodionov d'y aller. Puis à Kuk. Et puis après on croisera les doigts pour Walter. Il serait beau ici au nom du panache d'essayer de faire autre chose que subir la loi de Lopez par exemple. Donc c'est un peu dans cet esprit-là que je suis, avec un Walter à +3. Oh là là, Valgren énorme. Il y a du IF1 là qui s'envoie, mais comme des dingues. Ah, c'est vrai qu'ils ont en plus Simon Kerr, ils ont Paules aussi, qui sont quand même très très bien notés en montagne. Et puis là, c'est quand même Valgren qui mène le groupe Maillot Rose. Attention, hein, ça nous annonce peut-être une grande forme pour l'ami Higuita, à tel point que vous voyez, ça m'a épuisé Rodionov, le pauvre. J'ai pas pu du tout utiliser Rodionov comme première étape de la fusée. Ouais, ça attaque, normal. IF1 a préparé le terrain pour Higuita, très très logique, très très bien joué. Ils ont épuisé les équipiers de d'autres équipes. Et puis on va se retrouver ici avec la nécessité de travailler avec Kuk, surtout qu'il y a Bilbao, Mas, Bourgman qui sont partis. Allez, Lopez est calé dans la roue de Walter. On va se méfier de Miguel Angel Lopez, il est capable de contre-attaquer le bougre et de nous planter au moment où on s'y attend le moins. Pierre Latour qui sort à 18 bornes du sommet. Est-ce que ce sera la bonne attaque? C'est possible, hein. En tout cas, belle accélération. Ici, il rejoint Higuita, et qui n'a toujours pas été repris. Belle avance, hein. Ça pourrait être une très très belle victoire d'étape là pour l'un de ces hommes. En tout cas, Higuita est solidement devant. Latour semble buter, non? Un petit peu au moment d'aborder la descente. En tout cas, Latour est dans une position en fait qui est pas bonne parce qu'il est en chasse-patate un peu là. Ferait mieux à la limite d'attendre derrière que ça rentre, s'économiser un peu et puis faire un très très gros effort ensuite. En tout cas, être tout seul, c'est jamais un bon plan à vélo. On le sait, attaque de Bilbao, c'est parti. Ouh là 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 là. Bilbao, oui, c'était Dumoulin aussi qui était à l'avant avec Higuita juste avant. Bilbao qui attaque. Alors là, on va vraiment devoir réagir de manière assez musclée. Donc je demande bientôt à Kuk d'accélérer. Il reste quand même encore de la place, hein. 4 km. Allez, Galkuk qui travaille. Et puis après, on lâchera Walter pour essayer de reprendre tout ce petit monde-là. Higuita, vous voyez, est en train de se faire reprendre par Peyo Bilbao. Ouh là là, Bilbao qui le dépose carrément. Waouh, quel magnifique passage. 3 km, c'est encore long, hein. Il n'y a pas le feu non plus à la maison. On a peut-être le moyen de revenir, regardez. Et Lopez qui lâche. Oh, c'est très important. Il n'y a que Mas qui s'accroche. Bilbao et Higuita commencent à peiner. Et l'effort tardif d'Attila Walter commence à sentir bon la victoire. Regardez, on a fait un petit effort violent histoire de distancer Mas, de ne pas le garder dans la roue, pour ensuite laisser Mas, Higuita, Bilbao s'expliquer entre eux et Walter pouvoir probablement lever les bras. Voilà, très très bonne victoire ici pour envoyer un petit message sur ce Giro. Oui, ce Giro est bien peut-être pour Walter. Il y aura eu du bon Lennart Kemna sur la fin de cette étape-là. C'est à noter. Parce que moi, je l'avais identifié avant ce Giro, là, quand j'avais regardé un petit peu la liste des participants. Je
je m'étais dit que Kemna pouvait être une des surprises de ce Giro, parce qu'il a de jolies notes, il est pas mal du tout. Bon, ça n'aura pas été aussi sympa que ce que je pensais le concernant. Allez, c'est donc bien parti, hein. Là, on peut le dire, bien parti, avec encore une quarantaine de secondes glanées sur Bilbao, ce qui fait 3,36 Bilbao, 5,31 Lopez, 7 minutes 30 pour Buchmann, 8 minutes Higuita. Allez, sauf craquage, là, on peut même se permettre de perdre du temps. Il y a quand même encore un contrôle à montre à assurer, mais on peut encore se permettre de perdre du temps, et s'il faut, pour pas se mettre dans le rouge. Il y a une étape 19 qui peut être encore un petit peu délicate, on va voir. C'est marrant, Trentin est favori. Bon, il y a des favoris qui me surprennent un peu sur cette étape-là, parce que je pense que la dernière difficulté, quand même, ressemblerait plutôt à un mur. Donc, c'est pas les coureurs que le jeu a ciblés, que j'attendrais réellement à se battre, je dirais, pour la victoire dans cette étape-là. On va voir. On va voir ce qui s'y passe réellement. En tout cas, petit travail d'équipe, histoire de maintenir l'écart, ça je vous en ai déjà parlé. C'est ce que j'ai fait comme ça, par moment, sur ce Giro. Et puis on va tout tranquillement avancer un peu plus loin dans l'étape, en musclant un petit peu notre effort. Vous voyez, maintenant je fais un effort 74 partagé entre Marchenko, Novikov. Un Novikov d'ailleurs en mauvaise forme. On pourra faire un petit commentaire ici, c'est la perte progressive du pic de forme pour certains de mes coureurs. Mais globalement, le système de planification, contre lequel je peste assez volontiers, hein, régulièrement, j'en parle aussi avec certains d'entre vous, eh bien, le système de planification vis-à-vis de ce Giro, non, je ne vais pas dire qu'il est bon, je vais juste dire que les calculs ont été correctement faits, voilà. Parce que non, ce système n'est pas bon, et c'est pénible, en fait, et j'en ai un peu marre, et j'aimerais tellement un retour en arrière, et j'y crois tellement pas, en fait. Bref. Donc, la stratégie qui a consisté à avancer volontairement par un plus grand nombre de courses le pic de Galkuk pour qu'il puisse mieux accompagner Walter au tout début du Giro, en attendant que Walter ait son pic de forme, aura bien fonctionné. Les nombres de jours de course étaient bien ajustés vis-à-vis de tous les équipiers, donc ça va. Après, je m'étais facilité le travail. Ah tiens, c'est marrant, il y a encore, allez, Dumoulin et Ganna qui sont encore dans l'échappée aujourd'hui. Et ici, regardez qui est-ce qui va s'imposer, c'est Mikkel Bjerg. Oui, parce que personne n'aura réellement roulé de manière efficace sur cette échappée. Encore une victoire UAE, un troisième homme différent par rapport à ce qu'on avait déjà vu auparavant. Voilà, après ça va un peu sprinter, mais rien de bien méchant. Ouais, donc en gros le schéma pour arriver comme ça dans une forme très très convenable au Giro, c'était assez simple, hein. Petite course de préparation, point trop n'en faut, hein, en début de saison, au mois de février. Après, un petit peu de Tour UAE. Je crois que j'avais mis une bonne partie de l'équipe sur le Tour UAE. Alors évidemment, je n'ai pas pu tous les mettre, puisqu'il n'y a que 7 coureurs sur le Tour UAE, alors qu'on est 8 sur le Giro. Mais après, voilà, des petits rééquilibrages entre Tour d'Algarve ou ceci, cela. Après, petit partage équitable entre Paris-Nice et Tirreno. Et puis bien évidemment, ensuite, Catalogne pour les uns, repos pour les autres. Turquie ensuite, Pays Basque sur lequel on n'a absolument pas existé, c'était juste une accumulation de jours de course. En fait, pour moi, le Pays Basque, j'étais absolument pas en mesure de contester quoi que ce soit. Et puis pour finir, la Romandie, pour encore une fois un peu rééquilibrer les jours de course et se retrouver avec le décalage que je vous ai dit juste avant. Allez, c'est parti pour le contre-la-montre de l'étape 20. Novikov me sert de testeur, ainsi que Marchenko et Mikheyev. Novikov qui va être d'ailleurs celui des trois qui va s'en sortir le mieux. On est sur un contre-la-montre de 43 km.
excusez du peu. En général, ce genre de contre-la-montre, par le passé, je les ai souvent vus être mal gérés par le jeu, parce que en fait, là, ça pourrait aller, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça se termine par, vous voyez, presque 10 km, non, un peu moins de 10 km en tout cas, de descente. Donc, les différentiels seront moindres, mais si ça s'était terminé par une dizaine de kilomètres de montée, là, je pense qu'on aurait pu assister à tout et n'importe quoi. Ça parlera à certains, ce que je raconte là. Ça nous fait penser à Planche des belles filles sur le PCM précédent, qui était relativement buggé, le contre-la-montre du Tour de France. Ou bien, plus anciennement, un contre-la-montre là, que j'ai déjà proposé en vidéo, je crois, avec Vincenzo Nibali, il y a un petit peu plus longtemps, sur un Giro, alors je serais incapable de dire lequel, mais où on avait comme ça aussi un long contre-la-montre, et qui se terminait par une difficulté, et là, l'IA craquait complètement. Là, l'IA va bien se comporter. Allez, Tiberi, est-ce que Tiberi pourrait pas aller nous chercher un petit temps, là? J'avoue que ce serait la cerise sur le gâteau pour mon jeune Italien. Tiberi, qui va en terminer. Oh là là, le meilleur temps, yes. Il a battu Ganna, il a battu Czerny, il a battu Bissegger, Campenart. Donc c'est vraiment Affini également, on pourrait citer. Donc c'est vraiment intéressant pour Tiberi. Alors toute la question, c'est de savoir si il reste encore quelques coureurs. Ça vous aura pas échappé qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Dumoulin qui va peut-être encore passer. Ah zut, Rohan Dennis. Voilà, bah oui, il fallait bien qu'il y en ait un. Et oui, Rohan Dennis est aussi un coureur de Groupama FDJ. Là, il n'y a pas que Lopez qu'ils ont recruté. Ils ont vraiment bien recruté. Rohan Dennis est venu déloger, d'ailleurs, pour 20 secondes, Tiberi. Après, pour Rodionov, on n'aura pas non plus d'espoir particulier. Kuk, le pauvre, a terminé avec son pic de forme. Donc, Gal Kuk, c'est pas avec -3 qu'il va nous faire quelque chose. En revanche, quand même, on peut s'appliquer quand même. Et puis, on va observer le porteur du maillot rose, Walter, qui regardez, hop là, 3e à 45 secondes au 2e intermédiaire. 45 secondes, c'est énorme. Mais en même temps, Walter a de meilleures capacités de grimpe que ne peut l'avoir Rohan Dennis. Donc, il y a peut-être encore un espoir, parce que j'avais beaucoup économisé la barre d'Attila Walter sur, on va dire, les 3 premiers quarts de ce contre-la-montre. Je me destinais à lui mettre un effort ici, 85, dès lors qu'on serait dans cette grosse difficulté du jour. Et pendant ce temps-là, Gal Kuk en termine avec un temps moisi, il faut quand même le dire. Allez, Walter, ici, le 3e intermédiaire va pouvoir peut-être nous renseigner sur quelque chose. Oui, 4e à 14 secondes. Alors là, on peut imaginer encore une descente totalement dingue. Et peut-être arriver à reprendre 14 secondes sur 8 km de descente. C'est chaud, hein. C'est chaud, mais si Denis a craqué... Non, allez. Trêve de plaisanterie. Denis n'a pas craqué. Au contraire, regardez, il aura finalement repris du temps sur la toute fin à Walter, qui, il faut le dire, manquait peut-être un petit peu de jambes. Ça a été difficile à gérer, ce contre-la-montre. En tout cas... Très belle victoire donc pour Rohan Dennis et mention honorable pour Tiberi et Attila Walter. Et on arrive déjà à la dernière étape de ce Giro, Vaticano Roma. Vous allez voir que c'est rigolo parce que ça va se terminer vraiment sur des pavés, hein. L'image n'est pas du tout surfaite, ce n'est pas une arnaque. Du coup, Stuyven, Nassen, Trentin, Lampart, on se croirait sur une classique en Belgique, c'est très amusant pour ce qui est des favoris du jour. Et d'ailleurs, regardons déjà qui est dans l'échappée ce jour-là. Houlgard, Dumoulin, l'inénarrable, Czerny et Yves Lampart. Oh là là. Alors moi, je serais Stuyven ou je sais pas où les autres là qu'on a aperçu, Oliver Nassen aussi. J'aurais pas laissé partir Lampart dans l'échappée sans l'accompagner, parce que quelque chose nous dit que si l'échappée n'est pas reprise, cette étape, ça va être du gâteau pour Lampart.
Donc on va voir un petit peu ce qui peut se faire. Moi je fais rouler légèrement. On n'a plus vraiment d'enjeu, hein. Il y a plus de 4 minutes sur Bilbao. Faut juste ne pas chuter, ne pas connaître de coups de malchance absolue. Mais sans cela, normalement les choses sont réglées. Mikheyev, Novikov, on va essayer de rallier l'arrivée. On va même pas penser à la victoire d'étape. On va juste rallier l'arrivée de manière raisonnable. Voilà l'équipe qui va juste s'occuper de ramener Walter à bon port. Marchenko, par exemple, ne tentera pas d'emmener Mikheyev. Hein, je les ai consommés très très rapidement, ces deux-là. Surtout que c'était un profil relativement vallonné, hein, qu'on avait là. Et puis là, on arrive dans le secteur qui, à ce moment-là, me fait très très peur. Parce que je me dis, oups, la note en pavé de mes gars, elle est pourrave. On n'est pas bon sur pavé, nous. Hein. Faut pas l'oublier. Hein. Un peu plus que 3 étoiles. Hein. C'est la Via Appia Antica. Donc en plus, on est sur un petit clin d'œil à l'histoire, à la période romaine. Hein, c'est amusant. Via Appia, quoi. Énorme. La classe, le Léon 40, là, il s'est vraiment gavé. Quelle belle création. Donc, comme prévu, à partir du moment où l'échappée n'est pas reprise, Lampart, il est sorti les doigts dans le nez, hein, tranquille. Il va valider tout ça. Très, très jolie victoire pour Yves Lampart. C'est bien, ça nous fait une transition avec la prochaine vidéo que je vous proposerai, sur laquelle on retrouvera Yves Lampart, puisque ce sera avec Quick-Step. Et puis, derrière, on va juste s'atteler à finir. Regardez, ça va sprinter. Bilbao, il se dit, allez, on sait jamais. On sait jamais. Bah si, on sait. Higuita, Lopez, Bourgman, tout le monde sprint. Walter va suivre un petit peu ce petit monde-là et va passer la ligne en vainqueur. Voilà, le Giro, il est pour Walter. On va faire tout de suite le bilan de ce Giro avec les maillots, avec quel argent aura été gagné, puisque l'argent c'est le nerf de la guerre dans cette partie aussi, puisque qui dit argent dit possibilité de m'autoriser un peu de dépassement de budget pour le mercato qui va suivre. Sans argent supplémentaire, pas de recrue possible. Donc je vis uniquement sur mon budget. Sur mon dépassement au-dessus de 0, si vous préférez, étant donné que j'ai un petit déficit de 40 000, je crois, par mois, ou 50 000, déjà avec les préparateurs physiques, etc. On a tous les maillots, voilà, on a aussi le maillot blanc, on a tous les maillots, on a pris quoi, 6 étapes, peut-être, environ, 6 ou 7, je ne sais pas. On a même le général par équipe, et regardez, 483 180 €, presque 500 000 €. Ouais, ça reste quand même une super opération. Évidemment, ça payera jamais autant qu'un Tour de France, mais ça reste tout de même très très sympa. Un petit bonus de presque 5 mois en fait, voilà. Puisqu'en fait, je crois que je perds presque 100 000 par mois, tout compte fait. Bref, voilà. Donc Walter a validé un des objectifs les plus importants de la saison. Nous attendent un peu de Dauphiné très rapidement, peut-être Suisse, je verrai, des petits championnats nationaux. On va essayer d'aller vite en fait jusqu'au Tour de France. Voilà, je vous dis à un de ces jours. Portez-vous bien et on changera de maillot aussi. Bye bye.